Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Home Radio. Je suis aujourd'hui avec Béatrice Ptak, qui a exercé comme infirmière, qui exerce toujours comme infirmière et qui a exercé comme naturopathe. Et c'est une naturopathe dans une catégorie un petit peu particulière, puisque c'est une naturopathe île-de-gardienne. On dit bien comme ça, Béatrice? Oui, tout à fait. Et actuellement, elle a mis son activité de naturopathe en pause, mais aujourd'hui, elle va nous en dire beaucoup sur une femme inspirée qui a eu un destin exceptionnel et qui est Hildegarde de Bingen. Bonjour Béatrice. Bonjour Maïté. Alors, qui était Hildegarde de Bingen? À quelle époque elle a vécu? Alors, Hildegarde de Bingen, en fait, est une abbesse du XIIe siècle. Donc, elle a vécu à l'époque médiévale. C'est une femme exceptionnelle qui a vraiment embrassé son époque et qui est, on va dire, riche de multiples talents en fait. Donc elle est née à la fin du XIe siècle, donc en 1098 plus précisément, sur les bords du Rhin. Elle est la 10e enfant issue d'une famille de la noblesse. On dit qu'à partir de l'âge de 3 ans, elle a commencé à avoir des visions. Vers l'âge de 5 ou 8 ans à peu près, sa famille l'offre à l'église. C'était de coutume, on va dire, à l'époque, De destiner de un enfant. destiner un enfant, notamment voilà, dans le cadre de la dîme, hein, donc elle est la 10e enfant, de l'offrir, on va dire, à l'église. Donc elle rejoint le monastère du Disibodenberg et elle est sous la tutelle de Jutta, donc qui va être son éducatrice. Donc Jutta est l'abbesse du monastère et elle vit donc cloîtrée. Elle va prendre, on va dire, embrasser en tout cas le voile, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à l'âge de 14 ans. Voilà. Donc, Et voilà, et donc du coup, son destin va être un destin vraiment d'exception, et en particulier en tant que femme pour cette époque. oui, en tant que femme, en fait, de vivre, on va dire, de rejoindre un monastère, un couvent, en fait, c'est une chance parce qu'à cette époque, en fait, la vie des femmes était plutôt difficile. À savoir que elles pouvaient, surtout quand elles étaient issues de la noblesse, de l'aristocratie, on va dire, être raptées, on va dire, par des chevaliers, hein, pour, notamment s'il n'y avait pas de descendance, on va dire, masculine, hein, s'il n'y avait pas d'héritier, on va dire. Donc elles pouvaient être, on va dire, voilà, raptées par Donc les chevaliers, chevaliers des venaient chevaliers enlever enlevés, tout à les fait, jeunes filles de bonne les famille bonnes familles, tout à dans les fait. couvents ou dans Non, non, les... Non, dans les familles, dans les dans les familles, d'accord. familles, voilà, et de façon, on va dire, à pouvoir bénéficier des biens, à gérer les biens, on va dire, les terres, le château, voilà. Et puis, la vie des femmes, bien, on sait que, voilà, les femmes, comment dire, étaient beaucoup comment dire, beaucoup de femmes, on va dire, mouraient en couche à l'époque, Hmm. hein. Donc les grossesses n'étaient pas, on va dire, toujours désirées, voulues, et que c'était assez compliqué à cette époque-là. Donc de vivre, on va dire, au couvent ou dans un monastère, c'était une chance inouïe, parce que ça mettait, on va dire, la femme à l'abri, en quelque sorte, hein, voilà, de ces situations. Et en plus, elle, elle était éduquée. Donc elle était éduquée à l'écriture, à la lecture, aux arts également. Donc c'était vraiment intéressant. D'accord. Et donc, Hildegarde,
elle a des dons en fait. Moi, ce que j'ai compris d'elle, c'est qu'elle était plutôt douée. Et dans quel domaine elle excellait, hein? Alors, Hildegarde excellait dans tous les Tous les domaines, en domaines. fait tous les domaines. Et c'est vraiment, on va dire, à partir de l'âge de 38 ans, en fait, lorsqu'elle prend, on va dire, euh, la supervision du monastère, en fait, au décès de Utah, elle est nommée par les sœurs, on va dire, abbesse. Et de ce fait, on va dire, elle s'émancipe et elle commence vraiment à écrire, on va dire, autour de ses visions, donc ce qu'elle voyait. Ses pensées aussi, donc elle mettait tout, elle retranscrivait tout par écrit, également par des dessins. On a retrouvé de très jolies enluminures qu'elle a réalisées. Elle écrivait aussi des poèmes, des musiques, des traités sur les plantes. Voilà, et au niveau musique, en fait, il s'avère que c'est la première femme compositrice. En fait, la première femme dont on retrouve la trace qui a signé, on va dire, sa musique. Et même, enfin, compositrice, mais compositeur, c'est-à-dire il n'y a aucun homme avant même qui a, on va dire, Ah oui, même avant les hommes, en oui, fait, Hildegarde a voilà. été Donc c'est la première commencé à personne. En fait, composer. c'est ça. C'est la première personne qui a, on va dire, tracé par écrit, on va dire, la musique. Alors, je crois qu'elle a été beaucoup soutenue. Alors ça aussi, ça m'a toujours interpellée, en fait, c'est que le clergé l'a beaucoup soutenue, en fait, dans ce qu'elle a demandé, dans ce qu'elle a entrepris, hein. Oui, et en fait, elle était certainement, de par sa position sociale, en lien avec de nombreuses personnes. Et en fait, la personne à qui elle s'est confiée, c'est Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, donc c'est un abbé cistérien qui, on va dire, elle a écrit en expliquant ce qu'elle voyait pour savoir ce qu'elle devait en faire. Et Bernard de Clairvaux, voilà, lui a dit que bah, c'était voilà, c'était dans la grâce en fait qu'elle recevait ces visions et qu'elle devait absolument, on va dire, les écrire, les retranscrire. Et c'est lui qui l'a soutenue auprès en fait du pape Eugène III pour, on va dire, l'autoriser justement à diffuser, notamment d'un point de vue public, je veux dire, enfin, le savoir, on va dire, les écrits Qu'elle a produit. qu'elle a produits. Faut savoir que, en fait, le pape Eugène III en fait est un disciple de Bernard de Clairvaux, hein, puisque Bernard de Clairvaux était, on va dire, un abbé cistercien. Voilà. Et donc, alors, je crois que la vision, on peut dire ça comme ça, donc Hildegarde avait une vision holistique de la médecine et de la naturopathie. Qu'est-ce que tu peux nous parler de cette vision, de sa vision de la naturopathie? Qui s'appelait pas comme ça à l'époque, j'imagine, mais... Non. Alors, en fait, Hildegarde est considérée comme la mère de la naturopathie occidentale. En fait, pour elle, tout est lié. Le cosmos, l'homme et son environnement, les pierres, l'eau, les cinq éléments, enfin voilà, tout est lié. Et, euh, et en fait, Alors, juste te rappeler pour les auditeurs ce que c'est que la vision holistique, hein, de la personne, hein. Donc, c'est voilà, c'est s'occuper de l'intégralité, en fait, alors, de toutes les c'est composantes en fait, c'est-à-dire que elle a vraiment une approche globale dans le sens où elle considère la personne, on va dire, comme le corps de la personne est important, donc le corps physique, mais également, on va dire, l'âme de la personne. Donc on va dire le côté spirituel en fait en quelque sorte aussi et également on va dire les pensées, l'intellect,
Voilà, tout est lié, donc les émotions aussi. Donc la personne est vraiment vue dans sa globalité et dans l'environnement dans lequel elle vit. C'est-à-dire vraiment, on va dire, elle était en quelque sorte avant-gardiste, hein. Oui, Euh, c'est une vision en fait qui aujourd'hui se développe, hein, de qui pas se seulement considérer une partie ou un aspect de la personne, mais voilà la totalité et l'environnement également dans lequel évolue la personne et l'influence de cet environnement. Et C'est ce qu'on c'est, retrouve on aujourd'hui. retrouve, on va dire, cette vision en fait dans les médecines ancestrales que sont la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, D'accord. où on parle notamment dans l'Ayurveda, hein, le corps est un véhicule en fait, et elle a cette même vision en fait. Il faut vraiment en prendre soin. Et elle dit qu'en fait, il n'y a pas de maladie, mais il y a des hommes malades. Et malades en lien avec l'environnement. Elle parle bien de l'environnement et voilà, de tout ce qui gravite autour de l'homme. Alors, je crois qu'elle est aussi pionnière enfin dans ses visions justement et dans sa perception des choses. Et notamment, elle s'est intéressée à des pratiques, hein, qui sont venues ou des usages qui sont venus plus tard au niveau des médecines complémentaires, comme par exemple l'énergie vibratoire des fleurs ou la lithothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, hein? Alors, en fait, quand on reprend les écrits d'Hildegarde, elle a une façon, on va dire, bien propre à elle, de parler, on va dire, des éléments de la nature. Et on retrouve, on va dire, sa façon de présenter la nature, le vivant, ou je veux dire ce qui est, on va dire, enfin non vivant comme les pierres par exemple, hein, ou l'eau, quoique maintenant on parle de l'eau vivante. Elle en parle de manière bien spécifique et c'est dans ce sens-là où on peut dire que c'est vibratoire et c'est, comment dire, sa façon de décrire tout ce qui fait l'univers en fait, on le retrouve dans le Physica, donc une de ses œuvres. Là, alors, ce que je propose, c'est comment dire, de vous présenter, on va dire, une plante, par exemple, qui est l'hysope. Et voilà, À la manière à la d'Hildegarde. manière d'Hildegarde. Donc, ce Hildegarde, que d'accord. dit Hildegarde, par exemple, de l'hysope. Donc, elle est de nature sèche, modérément chaude. Elle a tellement de puissance que même la pierre ne peut l'empêcher de pousser là où elle est semée. Donc voilà, donc c'est dans, dans sa façon d'exprimer, on va dire, les choses de notre environnement, en tout cas de ce que nous avons ici sur Terre, qui font que, voilà, on perçoit, on va dire en quelque sorte, euh, des vibrations, Mais l'énergie. c'est une manière aussi assez visuelle, assez métaphorique presque C'est de ça. voir les choses, hein. Tout à fait, c'est vraiment métaphorique et ça fait pas du tout partie en fait du langage, on va dire, de l'époque. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et en plus, elle le faisait, il faut savoir que les écrits étaient en latin. Mhm. Donc, et ensuite, voilà, il a fallu, enfin plus tard, que l'on comprenne ce qu'elle voulait dire, on va dire, dans sa façon de décrire les plantes. Et on peut retrouver ça quand même avec la médecine traditionnelle chinoise. On parle Oui, aussi de chaleur, ouais, d'humidité. sec, humide, chaud, Voilà. froid, ouais, c'est vraiment les quatre Donc, composantes. comme quoi ça se croise. Alors, de quoi se compose justement? Bon, elle parlait beaucoup des plantes et de leur usage, hein. Et de quoi se compose le jardin médicinal d'Hildegarde? De, De tout ce que la voilà. Terre peut nous offrir,
quelle plante, si elle avait aujourd'hui Alors, un jardin à créer, quelle plante y ferait-elle pousser, hein? dans les plantes à faire pousser, voilà, moi je vais parler de plantes euh, que j'apprécie beaucoup et qui sont voilà, comme des plantes phares. Il y a le fenouil, notamment. Tant on va dire, chez le fenouil, en fait, voilà, tout est bon à manger, on va dire, hein. Donc il y a le bulbe en légumes, mais il y a aussi les graines, donc pour en faire des tisanes. Et c'est vrai que, on va dire, ça fait partie des aliments de la joie. En fait, elle parle bien aussi d'aliments de la joie, d'aliments qui apportent, on va dire, de la joie dans la vie, dans l'être. Et pour elle, c'est important. Et Donc, donc, joie, c'est vraiment au sens de joie, ou c'est parce que ça donne de l'énergie, et que du coup, ça, et, voilà, ça nous donne aussi envie de faire plein de choses, et et... ben c'est ça, c'est la mm. joie vraiment globale, hein, c'est-à-dire ce qui nous donne aussi de la vitalité. Donc, ce qui nous rend, on va dire, enfin, joyeux dans le corps, dans le cœur, et aussi, on va dire, d'un point de vue, on va dire, des pensées aussi. Donc, c'est vraiment la joie au sens, on va dire, global, on va dire, de la personne. Donc il y a le fenouil, il y a l'hysope dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi le cumin, voilà, qui est proche du fenouil, mais bon, qui a une petite saveur quand même différente du fenouil, hein. Elle Euh, préconisait les épices, enfin, les épices, ouais. d'agrémenter les Ah plats oui. avec des épices. C'est vraiment, elle parle beaucoup d'épices, et notamment, on va dire, dans des épices phares, il y a le galanga. Euh, le galanga qui est un rhizome, hein, c'est de la même famille que le gingembre. Donc ça a un côté, on va dire, piquant, mais un piquant doux et chaud en même temps. Donc vraiment, je trouve très accessible au niveau du palais. Et puis, il y a le pyrètre d'Afrique qui est, on va dire, comme comment ça s'appelle? Euh, c'est de la même famille que la camomille en fait. Donc la fleur est identique mais toute petite, toute mince et en fait voilà, elle pousse en Afrique et vraiment, donc là c'est la racine aussi qu'on va utiliser et c'est vraiment on va dire des choses ça fait partie de la cuisine on va dire de base en quelque sorte d'Île-de-Garde. Alors, je crois qu'elle avait aussi une prédilection pour l'épeautre, hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors l'épeautre en fait, surtout le grand épeautre non hybridé, est vraiment la céréale phare d'Île-de-Garde. Euh, En fait, elle dit que quelle que soit la forme, sous quelque forme qu'on le mange en fait, elle est vraiment très équilibrée d'un point de vue nutritionnel, hein, notamment par rapport au blé. Et en fait, il s'avère que l'épeautre contient tous les acides aminés essentiels, hein. C'est on va dire l'épeautre non hybridée, donc qui n'a pas eu de modification hein, au niveau, on va dire, du gluten. Donc il est faiblement dosé en gluten et très digeste en plus. Et on retrouve dans les acides aminés le tryptophane, hein, qui est précurseur de la sérotonine, dite l'hormone du bonheur, hein. Voilà, On a qui est besoin de vraiment, on ça. va dire, intéressant. Et elle dit vraiment de l'épeautre, on va dire, du grain d'épeautre notamment, hein. Donc elle le consomme aussi en grain. Et elle dit qu'en fait, c'est un excellent grain de nature chaude, gros et plein de force, et plus doux que les autres grains. Il donne une chair de qualité, il fournit du sang de qualité, il donne un esprit joyeux, il met de l'allégresse dans l'esprit de l'homme. Et en fait, dans tout ce qui alimente la joie, en fait, c'est des aliments que toutes les personnes peuvent manger, c'est-à-dire les personnes malades, atteintes de maladie, on va dire, et les personnes en pleine santé.
Alors qu'il y a certains aliments, suivant voilà, le terrain, notre fragilité, et ben, ça va être inaccessible pour certaines personnes, en tout cas déconseillé. D'accord. Est-ce que tu aurais une recette d'Île-de-Garde à nous partager, hein? Oui, la recette des biscuits de la joie. La recette des biscuits de la joie, en fait, c'est une recette de biscuits épicés. On retrouve les trois épices aussi de la joie. Donc, il y a de la cannelle, du girofle et de la muscade. Et voilà, donc c'est mis en proportion, on va dire, quand même assez importante. Et on va dire, mais dans un juste équilibre pour aussi, on va dire, éviter que ça soit, on va dire, néfaste pour le corps. Parce que, voilà, muscade, girofle et cannelle, ce sont quand même, on va dire, des épices qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, Très active. très actives. Voilà. D'accord. Et Et là, donc alors les proportions, les ingrédients. alors, les ingrédients. Alors, je crois que Alors, il faut juste que, voilà, la recette, euh, des biscuits de la joie. donc bien sûr, il faut de la farine d'épeautre non hybridée. Mhm. Est-ce que tu as les proportions ou est-ce qu'on les donnera après? On va les donner après On va les donner après. Après, Je voilà. pense que ça va être plus simple. On va vous les donner après. Voilà, on communiquera sur la recette et et les Les proportions proportions, pour voilà. confectionner les biscuits de la joie Les biscuits. ultérieurement. Tout à fait. Et alors, juste une question encore par rapport à ton approche par rapport à Île-de-Garde. Je crois qu'il y a des spécificités dans ta manière, en fait, de, voilà, d'aborder cette pratique, hein, de la naturopathie île-de-gardienne. Alors, Hildegarde, on va dire, enfin, on retrouve chez Hildegarde. Bon, ça, c'est ce qui a été mis en lumière aussi par des personnes qui ont redécouvert hein, ces livres, qui en ont, on va dire, extrait des règles, on va dire. Et il y a 6 règles d'or, hein, notamment. Donc, la première, c'est celle autour de l'alimentation. Donc d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et donc elle propose voilà, des recettes de cuisine, donc des aliments. Hein. Donc des aliments plutôt, on va dire, les aliments de la joie, des aliments aussi selon le terrain, selon notre vitalité. Ensuite aussi des solutions, on va dire, naturelles. Notamment à l'époque, il y avait beaucoup de boissons de plantes à base de vin. Hein, puisque ben, l'eau était malpropre à la consommation à cette époque, donc on utilisait beaucoup le vin et on buvait du vin. Dans lequel on faisait macérer. Macérer, voilà, macérer ou cuire, on va dire, les plantes. Donc on retrouve des préparations qui ont été aussi commercialisées, hein, qui sont commercialisées et vendues dans certaines boutiques. L'importance de l'équilibre entre le repos, l'activité et aussi la méditation. Donc quand on dit repos, c'est-à-dire c'est l'équilibre sur la journée de, on va dire, en dehors du sommeil. C'est-à-dire que dans la journée, c'est bien de faire, mais c'est aussi important d'être dans la réflexion, de se poser. Donc voilà, trouver un juste milieu. Ensuite, il y a aussi l'équilibre avec le sommeil, le respect du temps de sommeil et du temps d'activité de la journée. Donc ce point-là. L'élimination des humeurs, en fait, à l'époque, hein, c'était le terme qui était utilisé à l'époque médiévale et qu'on peut retrouver aussi voilà, dans les écritures, dans les approches, on va dire, de Molière aussi, quand il parle du malade imaginaire, on peut retrouver ces termes-là. En fait, humeur, c'est tous les liquides, les fluides du corps. Voilà, donc, et donc qu'on retrouve hein, on va dire, dans la naturopathie hein, actuelle, hein, telle qu'elle est proposée. Et puis, bah, l'importance, on va dire, de prendre soin de son âme, en fait, du côté, on va dire, spirituel.
de son être en fait. Voilà, et Hildegarde est toujours, on va dire, tempérée, et vraiment, l'idée c'est d'être dans un équilibre, vraiment un juste milieu, pas d'être dans un extrême. Et d'un point de vue, on va dire, elle a fait aussi un traité dit psychologique en tout cas, autour des vices et des vertus. Alors bon, avec une vision, on va dire, plutôt religieuse, mais on peut trouver là, voilà, un équilibre, avoir un équilibre entre, on va dire, l'euphorie, on va dire, et la tristesse, c'est-à-dire la joie, quoi. Trop de joie, ça amène à l'euphorie, et l'euphorie, c'est un déséquilibre. La tristesse, ben, c'est pareil, on arrive dans un déséquilibre, et juste milieu, c'est la joie, pour donner un exemple. Toujours être à l'équilibre. C'est ça. Alors, merci beaucoup Béatrice pour cette présentation, pour toutes ces informations et pour les passionnés, voilà, pour les auditeurs, pour les auditrices qui sont passionnés par Hildegarde de Bingen. Eh bien, est-ce que c'est possible d'échanger avec toi? Est-ce qu'il y a une adresse sur laquelle les personnes peuvent te contacter justement pour pouvoir poursuivre cette conversation et échanger à propos d'Hildegarde? Oui, tout à fait. Donc, je reste disponible pour échanger. Plutôt par email. Donc, je vous donne l'adresse à laquelle vous pouvez me joindre. Donc, BEAPTAC, donc BEAPTAK, point naturopathe, arrobas, gmail.com. Merci beaucoup Béatrice. Merci à toi, Maïté.